Le samedi 17 novembre s'annonce mal pour l'exécutif. De plus en plus de Français entendent manifester leur hostilité à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron, mettant un coup d'arrêt au pouvoir d'achat. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner multiplie les déclarations pour décourager la mobilisation. Le torchon brûle entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Après une ambiance tendue entre les deux chefs d'État lors des commémorations du 11 novembre, le ton est monté d'un cran. Madame, monsieur, bonsoir. J-3 avant le grand blocage des Gilets jaunes. Alors que la colère monte sur les réseaux sociaux, la mobilisation s'organise. De son côté, le gouvernement met en garde les manifestants. Thibaut Bastide. La mobilisation des Gilets jaunes fait trembler le gouvernement. À 3 jours du rendez-vous annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, l'exécutif a sorti les boucliers pour parer ce qui pourrait être la plus grande manifestation depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ainsi, pour calmer les ardeurs des Français hostiles à la politique du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le Premier ministre Édouard Philippe multiplient les interventions pour mettre en garde les collectifs de citoyens qui souhaitent bloquer les routes samedi. Il y a un droit à manifester, mais il est organisé. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai le souci également de la sécurité des Français. Si certains axes venaient à être bloqués alors qu'on en a besoin pour faire passer les pompiers, pour faire passer les ambulances, vous vous doutez bien que ça mettrait en péril la sécurité des Français et que donc, bien entendu, on prendrait les mesures qui s'imposent. Prendre les mesures qui s'imposent, comprendre, faire intervenir les forces de l'ordre pour mettre en déroute les manifestants. Sur ce principe, une épreuve de force devrait donc s'engager entre les Français et le gouvernement, car le collectif des Gilets jaunes semble déterminé à maintenir la pression face à la hausse des prix du carburant et à la baisse du pouvoir d'achat. D'ailleurs, il peut s'appuyer sur le soutien de 78% des Français, selon un sondage du 1er novembre, un soutien citoyen mais également politique. En effet, de nombreuses personnalités de l'opposition ont réagi positivement à l'initiative, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Tous ont affirmé être solidaires de la journée de mobilisation. La présidente du Rassemblement national s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet lors du salon Made in France qui avait lieu en fin de semaine dernière. Donc je soutiens mes cadres, mes élus, mes militants, mes électeurs seront présents évidemment aux côtés des manifestants le 17 et je m'en réjouis parce que je crois que le gouvernement doit aujourd'hui entendre la fantastique inquiétude qui est celle de nos compatriotes et l'étranglement qui est la conséquence de cette politique de baisse du pouvoir d'achat. Une prise de position politique de Marine Le Pen vécue comme une aubaine par le gouvernement. En effet, Édouard Philippe n'a pas tardé à user de la désormais bien connue ficelle de la récupération politique de l'extrême droite, un argument qui a fait mouche auprès des syndicats CFDT et CGT. Les deux organisations ont ainsi décidé de rester en retrait, une abstention qui ne devrait pas porter préjudice au mouvement au vu de la faiblesse des derniers rassemblements syndicaux. Malgré l'apparente volonté de montrer les muscles, le gouvernement semble bien conscient qu'il n'arrivera pas à faire retomber le soufflet. Preuve en est l'organisation d'une réunion lundi soir à Matignon pour finaliser des mesures d'accompagnement, notamment un renforcement de la prime à la conversion ou encore un élargissement du chèque énergie, des mesures aux allures d'annonce de la dernière chance. Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron. À peine rentré de France où il a assisté aux cérémonies de la Grande Guerre avec son homologue français, le président américain a lancé les hostilités contre le locataire de l'Élysée, Olivier Frère-Jacques. Well, I very much appreciate that, Mr. President, and we have become very good friends over the last couple of years. Nous sommes devenus de très bons amis, pas tant que ça. À peine rentré de son séjour en France, Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron. À l'aide de son réseau social préféré, il n'a pas hésité à évoquer la cote de popularité chancelante du président français. Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France. 26% et un taux de chômage à près de 10%. Il essayait simplement de changer de sujet. Au fait, il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France. Des personnes très fières, et à juste titre. Une petite salve dont le président américain a le secret et qui contredit l'apparente cordialité entre Emmanuel Macron et Donald Trump lors de son petit séjour parisien. Mais le président américain ne s'en est pas arrêté là. Il a ensuite tourné en dérision l'idée chère à son homologue français de la création d'une armée européenne, objectant que lors des deux conflits continentaux du XXe siècle, la France était opposée à un autre État européen, l'Allemagne. Mais c'est probablement un autre tweet de Donald Trump qui est susceptible d'être inquiétant. Un petit texte dans lequel il dénonce les droits de douane
douanes que la France impose aux vins américains et demande une réciprocité dans les tarifs, une menace à peine masquée et qui pourrait mettre en danger la filière vin française dont les États-Unis sont le premier client. Alors comment expliquer un tel retournement de situation? Si l'on met de côté l'incident avec les militantes féministes Femen, il semblerait que le courant ne soit finalement pas si bien passé lors du séjour parisien de Donald Trump. Ce dernier n'apprécierait par exemple pas la manie du président français consistant à le toucher. Pas très tactile, le locataire de la Maison-Blanche est surtout très fâché avec l'idée de défense européenne, qu'il perçoit probablement comme une concurrence à l'hégémonie américaine. Enfin, Donald Trump a très vraisemblablement moyennement apprécié la présence d'Angélique Kidjo. Cette chanteuse d'origine béninoise, pro-démocrate, avait profité d'un passage sur un plateau de la télévision publique française pour dire tout le mal qu'elle pensait de l'actuel président américain, le qualifiant de tyran, sans morale ni valeur humaine. Celle-ci a d'ailleurs été une figure majeure de la contestation anti-Trump outre-Atlantique. Mis à part le caractère peu opportun de faire chanter ce type de chanson pour un hommage aux morts de la Grande Guerre, choisir une militante ouvertement hostile à un président présent relève de la bourde diplomatique, si ce n'est de la malveillance. Un petit épisode qui n'aura en tout cas pas été du goût de Donald Trump, qui semble avoir pris en grippe son homologue français. Alors que jusqu'à présent il préférait prendre la chancelière allemande comme tête de turc, le président américain pourrait bien se retourner contre Emmanuel Macron. Pas vraiment une bonne nouvelle pour l'économie française. Le Made in France, rendez-vous incontournable des personnalités politiques. Pour l'édition du Salon 2018, de nombreux élus ont arpenté les allées du MIF. Vendredi, c'est Marine Le Pen qui a fait un détour, un passage obligé pour la présidente du Rassemblement national. Nos caméras l'ont suivi sur place. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous avez un chat, c'est ça? Oh, j'ai plus que ça. Serrage de main, sourire et rencontre. Vendredi 9 novembre, Marine Le Pen s'est rendue au Salon du Made in France, un rendez-vous incontournable pour la présidente du Rassemblement national. Et pour cause, son parti a toujours été en pointe dans la défense des producteurs français, et cela bien avant l'effet de mode et les récupérations politiques de personnalités comme l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. Le Made in France est un des éléments essentiels de notre programme. Vous savez que nous défendons depuis très longtemps, à l'époque où ça n'était pas encore la mode, le patriotisme économique, et toute une série de moyens qui doivent être mis en œuvre sous l'impulsion de l'État pour pouvoir consommer français, acheter français. Ça fait longtemps que nous réclamons que ce soit l'État et les collectivités qui soient à la pointe de cette démarche. Aujourd'hui, on voit bien que les Français ont ce souhait et qu'il faut préserver aussi nos entreprises françaises d'éventuelles fraudes qui pourraient être commises à leur détriment. Une visite qui avait donc a priori tout de la balade de santé pour Marine Le Pen. Et pourtant, la candidate à l'élection présidentielle de 2017 n'a pas échappé à quelques petites attaques, notamment de la part de commerçants présents au salon. L'occasion pour la présidente du Rassemblement national d'exprimer les positions de sa formation sur la question migratoire. Je suis content que vous soyez venu nous voir pour vous montrer à quel point l'immigration de temps en temps peut être aussi une chance, à condition qu'on veut raccrocher les wagons avec la nation française. Et moi, la nation française, sans savoir ce que j'allais donner, ce que j'allais devenir, elle a accepté de me naturaliser. Mais monsieur, vous avez parfaitement raison, et loin de moi l'idée de dire autre chose, mais vous êtes bien conscient également qu'il y a un certain nombre de problèmes quand elle est dérégulée. Donc je suppose que si on vous l'a accordé, c'est aussi parce que vos parents ont choisi la France? Mes parents ont choisi la France. Ils l'ont choisi en considérant que c'était un beau pays avec des valeurs, avec... Il y a une chance pour les enfants d'avoir de l'éducation, de rencontrer sa femme et d'entreprendre. Et ben voilà, vous êtes exactement l'exemple de gens qui méritent d'entrer dans la nationalité française. C'est hélas pas aujourd'hui la vision de tout le monde. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je vais vous dire quel est notre slogan. La nationalité française série tout se mérite. Vous voyez, l'idée de mérite. C'est aussi une belle idée. Des échanges relativement apaisés en comparaison avec certains déplacements de campagne électorale et même des séances de selfies avec des jeunes visiteurs du salon auprès desquels Marine Le Pen a rencontré un certain succès. Un tout petit selfie. Ah, prends-moi en photo après. Je vais vous toucher. Je peux le bras comme ça. Je l'ai baisé. Faites pas les oreilles de lapin. Non. Merci madame. Moi aussi madame. Bonne journée. Yes. Merci. Sur le terrain des idées, Marine Le Pen a fait valoir une préférence économique nationale,
non contraignantes et une plus large place donnée à la protection des produits fabriqués en France et qui sont exposés au risque de contrefaçon. En tout cas, laissons le choix aux Français. Moi, j'ai toujours dit, il ne s'agit pas ici d'imposer aux Français d'acheter du français, il s'agit de leur permettre de le faire en toute connaissance de cause. Et là, on retombe sur le problème de l'étiquetage, sans concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'on tombe sur la lutte nécessaire contre la fraude. Quand on sait que le consommé français devient la mode, eh bien moi je suis convaincu qu'un certain nombre de marques vont frauder. Ils vont dire que c'est fabriqué français alors que ça ne l'est pas, pour que nos entreprises nationales qui ont fait cet effort-là soient préservées, soient protégées. Il faut établir une concurrence loyale et donc développer les moyens de lutter, en l'occurrence contre la fraude. Et puis il y a encore une fois la commande publique. Moi je suis désolée, mais les pulls de nos pompiers, j'aurais préféré qu'ils soient fabriqués en France. Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, avait également fait le déplacement. Il s'est attardé sur le stand de Christophe de Villeblanche et sa marque, le Chic Français. Donc le Chic Français, ce sont 5 marques Made in France qui se sont rassemblées pour fusionner et qui s'appelle désormais le Chic Français. Donc le Chic Français est composé de mon petit polo français. Donc ce sont des marinières et des polos qui abordent de très très belles couleurs qui illustrent parfaitement, je crois, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, le Made in France. Donc les marinières, les polos pour hommes et femmes, mon petit polo français. Après nous avons Belt 52. Belt 52, ce sont 52 modèles de ceintures tressées comme ceci, qui sont à la fois pour hommes et femmes. Une ceinture inusable parce que sans trou, en fait, vous la réglez d'un coup. Et du coup l'attention n'est pas sur un trou qui va être tout le temps sollicité, mais sur l'ensemble de la ceinture. Donc elle est effectivement durable et en plus, même après un rondinet, pas besoin de desserrer puisqu'elle accompagne la silhouette, meilleur confort. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est pour la chaussette Saint-Crespin. La chaussette Saint-Crespin, c'est pour lutter contre le fléau de la chaussette abandonnée, disparue, dépareillée. Nous avons tous chez nous des dizaines de chaussettes qui sont toutes seules. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, en revanche, je vais vous expliquer comment faire pour remédier à ce fléau. Le petit bouton pression. Le petit bouton pression, comme ceci, permet, quand vous la mettez dans la machine ou dans l'armoire, hop, de les unir ensemble et il reste uni pour la vie. Mais ça fait pas mal au pied. Non, parce que c'est sous l'élastique, donc c'est un petit peu plus bas et ça ne gêne absolument pas. Les boutons qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les plus haut de gamme qui sont réalisés en France. Des boutons en galucha. Alors, le galucha, c'est le cuir de raie, le poisson, c'est le cuir le plus solide au monde. C'est étonnant. Et donc le cuir de galucha est utilisé pour la maroquinerie, pour des sacs à main, pour beaucoup de choses. Et donc là, nous les avons montés en bouton de manchette. Et donc ça, nous avons toute une gamme très très jolie. Nous avons une paire de mouvements Oméga, donc issus d'une véritable montre Oméga, enfin de 2 montres, qui est au poignet de quelqu'un, non pas en manchette, mais bien pour indiquer l'heure. Et là, nous les avons donc montés en bouton de manchette. Et alors, vous fabriquez tout ça où? Alors, dans différents ateliers en France. Pour les ceintures, c'est un atelier qui est dans les Deux-Sèvres, à Bressuire. Pour ce qui sont des marinières, nous les réalisons en Bretagne, dans le Finistère et dans le Morbihan. Ce qui a du sens, ça le bord de la mer. Et puis, pour ceux qui sont des chaussettes, on a parlé du Limousin et de la Bourgogne. La Vendée pour une partie des boutons. À quel endroit? Alors là, je reviendrai vers vous avec la réponse exacte. Nous avons aussi pas très loin de la Vendée, dans la région de Cholet, pas très loin, l'inflexible et le téméraire, qui sont 2 modèles de caleçons, qui sont à la fois un clin d'œil pour les sous-marins nucléaires d'attaque. Bravo, et pas Merci. Bonne chance. Merci monsieur, bon courage. Merci beaucoup. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Une affaire de pédophilie hors norme dans la Nièvre. Mardi, 5 hommes et 3 femmes ont été mis en examen pour près de 70 infractions de pédophilie et d'agression sexuelle sur 4 garçons, aujourd'hui âgés de 4 à 9 ans. Parmi les suspects figurent les parents des victimes. Selon le vice-procureur de Nevers, les faits auraient eu lieu entre 2010 et 2017. Les 5 hommes mis en examen ont été écroués et les femmes placées sous contrôle judiciaire.
Scène surréaliste dans un TGV. Mardi, un individu a tenté de s'immoler avec du vin rosé à bord d'un train grande vitesse arrivant en gare de Lyon-Part-Dieu. Après s'être aspergé d'alcool, le forcené a brandi son téléphone sur lequel apparaissait une vidéo de Daesh. L'individu a été maîtrisé par un policier et un militaire, tous deux hors service. Il a été placé en garde à vue. Toujours transport, un individu a lui été arrêté mardi matin dans le métro parisien. Ce dernier voyageait accompagné d'une chèvre qu'il venait de voler à proximité du Louvre où les bovidés sont chargés de brouter la pelouse. Interpellé un peu avant 9h du matin, l'individu a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. La chèvre, elle, a été prise en charge par des agents des jardins des Tuileries. On ne se refuse rien en prison. Lundi, le chef étoilé Jean-Yves Schillinger a cuisiné à la maison d'arrêt de Colmar. 70 détenus ont bénéficié d'un repas gastronomique, entrée, plat et dessert. Un repas préparé bénévolement pour sortir les détenus de leur quotidien et leur faire goûter la gastronomie. Une initiative de l'association culturelle et sportive d'aide aux détenus de Marguerite Rodenstein, saluée par l'ensemble des détenus qui ont demandé du rab. Rappelons qu'en parallèle, un repas en maison de retraite coûte aujourd'hui 2,80 €. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Polytechnicien et ingénieur civil des ponts et chaussées, Bernard Gantois vient publier un ouvrage corrosif intitulé « Le mirage des valeurs de la République », une expression qui, selon l'auteur, ne veut rien dire. Il suffit de regarder la définition du terme valeur dans les dictionnaires, que ce soit le Littré, que ce soit Larousse, que ce soit d'autres dictionnaires. Il y en a beaucoup, et beaucoup qui veulent dire des choses qui sont totalement différentes et qui sont quelquefois peu compatibles. 14 définitions. Donc, 14 définitions. Donc, il faut choisir. Donc, ce mot n'a de sens éventuellement que dans un contexte. Alors, mais malheureusement, dans l'expression valeur de la République, le terme République n'est pas susceptible de donner un sens au terme valeur parce que lui-même est bien ambigu. Et puis ce soir, vous retrouverez également Perles de Culture. L'équipe cinéma vous parlera de ses coups de cœur. Et Anne Brassier reçoit ensuite le directeur de Politique Magazine, Hilaire Decrémier, puis Stéphanie Bignon de l'association Terre et Famille et José-Marie Faguère, grand rénovateur de Calvaire en Mayenne. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. On n'a pas pour habitude ici de se vanter, mais ça fait quand même plaisir de voir que ce qu'on dit et la façon qu'on a eu de le dire commence à faire réagir l'opinion en faveur de la province et des ruraux, dont une fois de plus un membre de l'église macronienne vient de juger qu'ils étaient irrécupérables puisqu'ils continuaient à fumer des clopes et à rouler au diesel, je cite. À la fin de la semaine, là, la presse nous annonce donc une journée de protestation qui mènera sans doute à des incidents providentiels. Le ministère de l'Intérieur va dire « la droite joue avec le feu ». C'est une séquence dont on a tellement l'habitude qu'elle en devient risible. Alors je préfère vous raconter comment, depuis 2012, le simple témoignage direct sur la France de Campagnole, la vôtre, a eu tant de mal à devenir légitime. Donc en 2012, fort d'une expérience de 30 ans quand même à la campagne, avec à la clé un mandat de conseiller municipal, j'écris un petit livre qu'on trouve encore chez Flammarion, et qui était sous-titré « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Et là, je vais voir naturellement un certain Bétou qui vient de prendre les commandes du Figaro et qui vient de la presse économique, mauvais signe, pour lui proposer une petite colonne régulière dans ce journal, dont, rappelons-le, je suis issu, 3 paragraphes, donc sous le titre « L'écoute Campagnole », qui raconterait toutes les semaines, comme je le fais ici, les déboires, les pittoresques d'une France qui ne s'en sort pas. Réponse de Bétou, c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Alors, outre que c'est une façon quand même assez offensante de me répondre, le sens de sa réponse saute aux yeux, c'est que les élites n'ont aucune envie d'entendre la France qui n'en peut plus. Je me retourne donc sur Valeurs Actuelles, où je viens de passer 7 ans comme chroniqueur hebdomadaire, pour leur proposer la même chose, c'est-à-dire ce que vous entendez là tous les jours. Comment vit la France réelle, comment elle perçoit la France fantasmée, et là c'est encore pire,
aucune réponse. Une espèce de tartufferie du genre sécurité sociale. Non, Madame Machin n'est pas là, écrivez-lui un mail. Nous sommes en présence donc d'une attitude concertée, non pas à mon égard, parce que n'importe qui aurait subi la même rebuffade, mais à l'égard du message selon lequel il faudrait commencer à faire attention à ce que pense le peuple et cesser de dire que tout va bien quand on oblige les vieux, par exemple, à faire leurs démarches seuls au clavier d'un ordinateur que parfois ils n'ont même pas. Quand ils n'ont ni voiture, ni médecin qui se déplace, ni urgence à moins de 50 km, quand la gendarmerie est sur répondeur, quand le commissariat ne répond plus, etc. Alors j'ai déjeuné avec des chefs de parti avant les élections pour leur raconter ça, la même chose, mais sans succès, parce que même les hommes politiques ont horreur de la réalité. Ils appellent ça du misérabilisme. Du coup, ni Marine Le Pen, ni Dupont-Aignan, ni quiconque n'ont jamais dit que certains Français leur faisaient simplement de la peine, ce qui est pure franchise de leur part, car ils n'ont probablement pas de peine pour les gens. La période dont je parle correspond exactement au moment où la sensibilité populaire a commencé à s'exprimer dans Internet à travers les blogs, les forums 2013-2014. Et là, nous avons assisté à une espèce de tentative de la plupart des titres de presse de chevaucher, de dompter le cheval du mécontentement en fabriquant à la hâte, mais avec de gros moyens, des espaces de soi-disant liberté à côté des rédactions traditionnelles. Pendant la première moitié du règne Hollande, il a donc été possible de raconter ce que vivaient les Français et surtout de décrire le regard qu'ils portaient sur leurs élites. Mais ça a duré 2 ou 3 ans seulement. La plupart de ceux qui écrivaient vite et fort sur des sujets comme l'agriculture, les radars, le service public audiovisuel, la fracture numérique, les territoires perdus de la banlieue, etc., ont été remerciés par les rédactions. À la place, on a mis des jeunes gens plus dociles, moins lettrés, qui étaient censés faire du Sciences Po à propos de la banlieue ou de la finance. C'est-à-dire, au lieu de dire « il y a un scandale », ils disaient il y a des enjeux. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais quand on s'écrit c'est un scandale, on est prêt à renverser la table, alors que quand on parle d'enjeux, on est déjà du côté de ceux qui acceptent de s'asseoir et ensuite probablement de se coucher. C'est la dernière ressource du pouvoir, faire monter au créneau sans cesse de soi-disant adversaires avec qui on peut noyer le poisson, en quelque sorte secréter sa propre opposition, une opposition qu'on appelle modérée et que le peuple, lui, appelle castrée. L'opposition farouche sera du coup décrite comme extrémiste. Le mouvement qui se dessine là à la fin de cette semaine est exactement entre les deux. Il va certainement être noyauté par des gens qui vont se proposer de calmer le jeu, pendant que d'autres vont essayer de vous dire que les extrêmes sont à nos portes, etc., que c'est le règne de la violence qui commence. Or, la violence, dans ce genre de circonstances, c'est plutôt le fait de jeunes gens en basket fluo qui viennent voler des vêtements dans les vitrines. Donc on se demande si on est vraiment en présence de menées d'extrême droite. Et pour ce qui est de calmer le jeu, ça va être un peu difficile si la colère qui s'exprime est celle des vrais gens. Je veux dire, pas celle des députés mais mélenchoniens à 8 000 par mois, non celle des gens qui ne passeront pas le contrôle technique cet hiver, qui ne peuvent plus acheter leur fuel, qui ne savent plus quoi faire de leur grand-mère faute de pouvoir payer l'EHPAD, et dont les enfants ne cessent de réclamer des consoles à 400 € pendant que la mère, elle, court les promos pour nourrir sa famille. Eh bien, ceux-là vont finir par se fâcher, pas contre les vitrines, contre les préfectures. D'ici là, abonnez-vous à Campagnol TVL, ça sera toujours ça de prix sur l'adversité. Merci.